Bonjour à tous, c'est samedi, on se retrouve pour notre 6e CQFR de la semaine, celui où on va répondre à toutes vos questions que vous avez envoyées sur l'adresse cqfr.rivers@gmail.com. Shai les réceptionne, les sélectionne et ensuite les pose et on y répond tous les trois avec Théo, Shai et moi. Ouais, faut arrêter de donner l'adresse, hein. Il y a trop de messages là, c'est bon, ça suffit. Je peux Non donner mais une autre adresse, tu veux. donne une autre adresse, une adresse alternative. Non, évidemment, plaisante, ça fait toujours plaisir de recevoir vos questions et vos messages, hein. Il n'y a pas que des questions. N'hésitez pas si vous avez des messages à faire passer, si vous vendez votre voiture, passez par le cqfr.rivers@gmail.com. Allez, on attaque les gars. Question de Jules pour commencer. LeBron James en 7 années aux Lakers, c'est un bilan en playoff de 28 victoires pour 25 défaites, avec 2018-2019 pas qualifié. L'année suivante, champion dans la bulle pendant la pandémie. L'année suivante, sorti au premier tour contre les Suns. 2021-2022 pas qualifié. 2022-2023 sorti en finale de conférence sur un sweep. 2023-2024 sorti au premier tour contre les Nuggets. 2024-2025 2023-2024, premier tour contre les Nuggets, 2024-2025, premier tour contre les Wolves. Sur ce qu'il y a de plus frais, c'est extraordinaire de le voir faire ses statistiques à 40 ans, mais collectivement, ce n'est pas ça. 2 victoires sur ses 14 derniers matchs de playoff. Quel bilan tirez-vous de LeBron James aux Lakers? Si toutefois, j'imagine que ça implique si ça devait s'arrêter, vu qu'il y a forme d'incertitude à l'heure qu'il est sur la suite de sa carrière. Moi, je pense qu'il est très bon, son bilan, en fait. Parce qu'ils ont gagné un titre, et que pour gagner ce titre, ils ont dû mettre en place le trade pour récupérer Anthony Davis, et que du coup, ça fait que tu sais que tu pourras pas rester forcément, bon sur la durée, et qu'en fait, une fois que tu as gagné un titre, tout est justifié. Et l'autre élément que je voudrais rajouter, c'est qu'au moment où il vient aux Lakers, on pense que c'est ses dernières années. À ce moment-là, on n'imagine même pas qu'il va jouer encore 7 ans, quoi. On ne sait même pas combien, ou du moins on se dit, bon, bah, ça va vite décliner. Au bout du compte, ça décline, mais ça décline quand même bien plus lentement que ce qu'on aurait pu prévoir. Comme le mec du tweet, ces conneries vont pas encore durer 10 ans, hop, il est encore là. Donc non, je pense qu'en fait, il est bon au vu des attentes, du moins de celles qui sont réalistes, des attentes réalistes. Et en fait, et même, dernière chose, je pense qu'il a apporté ce qui est le plus important aux yeux des Lakers, c'est que c'est une équipe qui est restée pertinente. Et que c'est ça, finalement, qui fait que cette équipe, elle ressemble à aucune autre. C'est qu'au bout du compte, même quand tu as un soupçon d'espoir, tu commences à te dire, est-ce qu'ils peuvent pas être champions et en fait, ça fait qu'ils sont restés pertinents tout du long. Donc non, je pense qu'il est honnêtement bon, son bilan. Ouais, moi pareil que toi. Je dirais que la mission, elle est réussie à faire, en fait, à partir du moment où il a réussi à gagner un titre. L'idée quand il vient à Los Angeles, c'est de préparer la dernière partie de sa carrière. On se disait effectivement pas que ça allait durer aussi longtemps, cette fameuse dernière partie. Il est devenu une légende des Lakers parce qu'il a gagné un titre avec les Lakers et parce qu'il est devenu le meilleur marqueur de tous les temps avec un maillot des Lakers. Après, bien sûr que collectivement, on peut se dire bah, il y a beaucoup de sorties au premier tour, mais quand on se repenchera plus tard sur sa carrière, je pense là, on est encore en plein dedans. On vient d'avoir la sortie au premier tour. La stat, elle fait mal. Les deux victoires sur les 14 derniers matchs, c'est vrai que j'avais jamais percuté, tu vois, c'est assez violent. Mais voilà, une fois que tout ça sera mis de côté, tu te dis il est venu à Los Angeles, ils ont gagné, il s'est inscrit dans la légende de cette franchise. Et puis, il va savoir peut-être que l'an prochain, parce que moi, je pense quand même que LeBron, il va faire au moins un an. Il y a peut-être encore moyen d'aller loin, peut-être pas jusqu'au bout, mais de faire encore une belle saison, peut-être encore une campagne de playoff. Et t'imagines si après, au bout de 8 ans, parce que là, on est dans l'instant présent, mais si au bout de 8 ans, il y a un titre, 2 finales de conférence, les non-qualifications et les sorties au premier tour, on va un peu les oublier, tu vois. On se souviendra quand même d'un LeBron qui a été déterminant aux Lakers. C'est là que la longévité de sa carrière fait qu'on peut se permettre de mettre de côté ou sous le tapis quelques campagnes. Mais je comprends la question parce que il y a des gens, je dis pas que c'est justifié, mais avec le côté pandémique du titre fait que certains ont peut-être tendance à le minimiser un peu et auraient aimé que LeBron gagne un titre avec les Lakers dans un contexte plus normal. Mais c'est comme ça, c'est l'histoire de ce titre-là et de sa carrière. Mais
Je pense que ça va quand même être pas mal conditionné par ce qui se passe là sur la dernière année ou les dernières années. Si avec Luka, ils arrivent à faire des campagnes, ne serait-ce que jusqu'en finale de conf ou finale NBA, ça donnerait une autre saveur. Parce que je peux comprendre que ça puisse paraître un tout petit peu décevant par rapport aux attentes initiales. Il y a une stat, il y a juste une stat folle sur les Browns qui ne concerne pas que les Lakers, mais vous allez me dire si vous êtes surpris, pas surpris. Depuis 1997, 6 ans avant sa draft, vous êtes prêts? Depuis 1997, LeBron James, il a gagné plus de matchs de playoff que les San Antonio Spurs. Non, Ouais, c'est bah oui. Moi, j'y ai pas cru. Je suis allé la vérifier. Quand on me l'a donné, j'y ai pas cru. Je suis allé la vérifier. 6 ans avant sa draft, 97, l'arrivée de Tim Duncan, il a gagné plus de matchs que les Spurs. Ouais, parce qu'il a été tellement régulier à un moment avec les Cavs, avec le Heat, tout ça. Oui, non, mais ouais, c'est fou de se le dire, mais après réflexion, c'est pas si étonnant. Ouais. Après, juste pour préciser, je pense, j'ai répondu comme ça parce que la question elle est tournée autour de LeBron. Par contre, si la question ça avait été c'est quoi qu'est-ce qu'on pense du bilan des Lakers, j'aurais pas forcément eu la même réponse. C'est peut-être Parce ça, moi que pour le coup, je pense que les Lakers auraient pu espérer faire mieux. Mais comme c'est pas corrélé aux performances pour moi, c'est pas les performances de LeBron qui n'ont pas permis aux Lakers de faire mieux en fait. Je pense qu'il y a quand même eu des choix qui n'ont pas été judicieux. L'arrivée de Westbrook notamment, même si après ça a été corrigé, il y a des choses qu'auraient. Je pense que effectivement la franchise aurait pu mieux faire. Je suis pas sûr que LeBron aurait pu mieux faire. Il y a des joueurs qui ont été cédés en cours de route, que tu vois, ont brillé ailleurs, que ce soit Zubac, Scottie Pippen Jr. Alors oui, il y a eu la trouvaille Austin Reeves, mais il y a eu effectivement des mauvais choix. Par contre, là, les gars, vous êtes conscients qu'on va encore nous présenter comme des fanboys de LeBron, ce qui est tellement ironique si vous saviez comment dans notre rédaction, on bave sur LeBron James par moment depuis des années, un peu moins maintenant, parce que bon, il est vieux, on tape pas sur les mecs un peu plus âgés, mais... Ah là là, pardon. C'est pas faux. C'est pas faux. On enchaîne avec une question qui m'a beaucoup amusé, question de Nico. Je vous propose une mise en situation et ensuite une question avec des propositions. Vous êtes Nico Harrison, le GM des Mavs. Ce que personne ne sait, c'est que vous êtes en fait une taupe à la solde d'une nouvelle ligue américaine qui veut s'implanter sur le territoire des États-Unis, la Trump Basketball Association, TBA. À ce titre, vous êtes chargé par le président Trump et ses sbires de détruire les franchises de l'intérieur, que ce soit en tant que GM, coach ou dirigeant. Ainsi, votre rôle est de permettre à la TBA de racheter à bas coût les franchises exsangues de la NBA que vous laissez pour mortes après votre passage, telle la grande faucheuse. Avec la TBA, le visage de Trump apparaîtra sur tous les parquets des franchises et sur la balle orange officielle de la Ligue. Une nouvelle franchise du Groenland, pays désormais annexé par la mer américaine, remplacera les Raptors. Elon Musk prendra la place de Spike Lee en bord de terrain au Madison Square Garden. Après avoir réussi votre coup à Dallas, vous êtes viré par les Mavs et vous laissez cette franchise devenue moribonde à son pauvre sort, telle cette vieille chaussette d'adolescent traînant depuis des mois sous un lit défait. Ricanant tel un diable tapis dans l'ombre et après d'habiles manœuvres en coulisses, vous êtes recruté par Boston en tant que GM et vous devez mettre en place votre prochain coup maléfique. Votre nouvelle franchise doit couler rapidement sans éveiller les soupçons. Que faites-vous? Proposition non exhaustive. Vous engagez Doc Rivers pour un contrat mirobolant sur 5 ans et lui donnez carte blanche. Vous lui dites évidemment que rien ne peut être de sa faute et que les joueurs sont responsables de tous les maux de la franchise. Vous tradez Jason Tatum contre Ja Morant et lui trouvez un nouveau sponsor, la NRA. Vous lui dites que la ville de Boston est très dangereuse et qu'il faut se protéger. Vous reconstituez la paire Embiid-Paul George et vous licenciez votre staff médical pour recruter les pires médecins, préparateurs physiques et kinés du pays. Vous faites revenir Kyrie et lui donner les clés de la franchise. Vous le persuadez en coulisses que les théories du complot qu'il a évoquées dans le passé sont réelles. Vous faites venir Damian Lillard en échange de Brown et récupérer son contrat devenu toxique, en justifiant cela en disant que Brown est hors de forme et que Lillard est la solution. Ou enfin, vous tradez Tatum et Brown contre DeRozan, Sabonis et Lavin. Vous laissez les choses se faire. Voilà, ça m'a fait marrer, il y a plein d'idées ici et là, mais si vous deviez détruire une franchise de l'intérieur, les Celtics, qui est la franchise la plus fonctionnelle peut-être du moment, comment est-ce que vous y prendriez? Je pense déjà qu'il faut séparer Brown et Tatum. Les diviser un petit peu, puis les séparer. Envoyer Jaylen Brown en disant non, mais on ne pouvait plus. Faut transférer Jaylen Brown. Parce que bon, oui, c'est sûr, si tu transfères Tatum contre TJ McConnell, mais bon, j'essaye de faire du un poil plus réaliste. Surtout qu'ils ont changé de propriétaire, donc on peut se demander où ça va mener. Donc, imaginons que tu peux transférer Jaylen Brown contre un mec moins fort, contre 2 role-players, tu vois, en te disant c'est bon, on n'a pas besoin, on a une star, on veut plutôt 2 role-players de plus. Tu perds Jaylen Brown, tu perds un peu en talent, tu gardes des mecs un peu vieux, genre tu donnes grave de la thune à Jrue Holiday, tu vois, qui commence à être un peu plus sur la fin quand même.
Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu peux sacrifier tes pics pour, pareil, des mecs en bout de course, te foutre dans le méga rouge, avoir plus aucune marge de manœuvre et puis te dire, bon, bah voilà, c'est ça notre équipe. Le pire, c'est que même dans ce scénario, je pense que Boston serait correct. Comme quoi, il y a de la marge. Mais voilà. Ou alors, tu refuses de donner une extension à Derrick White et à la place, tu fais un peu comme les Nuggets, là, tu mises sur des jeunes pas confirmés mais qui n'ont pas le même talent. Ça peut marcher aussi, un truc comme ça. Très bien tout ça. Les autres propositions étaient cool. Hein. Dans celle proposée, au début, je me suis dit, bon, bah, c'est Jamorant c'était Tatum pour Jamorant, c'est ça? Ouais. C'est tout plus, c'est celle-ci. Celle Embiid et Paul George. Bon, voilà, tu peux même garder ton staff médical. Hein. T'es pas obligé de virer le staff médical. Ils suffiront eux-mêmes. Mais ma préférée de toutes, c'est quand même Doc Rivers. Pour l'historique. Pour boucler la boucle. Le retour. Ouais, pareil. J'ai beaucoup aimé la question. J'ai pas de proposition alternative. C'était très, très bon. J'ai une question. Ouais. Alors non, mais c'est un peu bâtard, je le reconnais. C'est sur Doc Rivers, ok. Mais juste, j'y pensais hier parce que je regardais j'ai pas fini de regarder le tout dernier épisode de l'excellente série Celtic City qui est sur HBO Max, vraiment que je recommande chaleureusement. Elle est vraiment exceptionnelle. Comment vous qualifieriez Doc Rivers en tant qu'entraîneur? Parce qu'il y a différents types d'entraîneurs. Vous diriez que c'est quel type d'entraîneur? Moi, je l'ai toujours un peu identifié comme ce qu'ils appellent un peu, ce qu'ils appellent les players coach, très. Enfin, je l'ai jamais vu comme un très grand tacticien, plus comme un vrai mec qui avait une aura et une main mise sur les joueurs et sur les ressorts à utiliser. Voilà, dans ses bonnes périodes, en tout cas, je l'ai toujours vu comme ça. Moi. Aujourd'hui, la question c'est aujourd'hui. Non, qu'est-ce qu'a fait son beurre sur quoi il a fait son beurre? C'était plus ça ma question, tu vois. Ouais, parce que dans ce cas, je répondrais comme Shai, si c'est un peu sur. Mais il n'y est pas complètement en plus dans cette catégorie, tu vois. C'est ça le truc, c'est que je suis pas sûr que je le vois complètement dans cette catégorie. Je dirais cette catégorie-là, mais plutôt motivational coach là, genre les mecs qui ont trouvé, tu vois, si on regarde sur les Celtics, sur la fameuse philosophie Ubuntu, c'est pas la sienne, hein, c'est un truc qui lui a été glissé. Tu vois, où il a trouvé une philosophie, il l'a inculqué à ses joueurs. Donc c'est même pas vraiment players coach là, à mon avis, dans mon sens, c'est juste un mec qui a trouvé un truc qui soude son groupe. Mais par exemple, aujourd'hui, pour moi, il est dans la catégorie papy qui sait pas ce qu'il fait là, quoi. Ouais, ok. Ouais, genre, il n'a pas d'aura auprès de ses joueurs, en fait, aujourd'hui. J'ai pas l'impression, après, je suis pas dans l'intimité du vestiaire. Pardon, vas-y Théo. Non, pardon, parce que c'est vraiment cet aspect, justement, players coach, qui est souvent ce qu'on a dit, ouais, il sait gérer des égos, etc. Et alors, c'est vrai que le truc Ubuntu, c'est lui, malgré tout, qui l'a implémenté, et il a trouvé le truc qui a parlé à ses joueurs, quoi. Donc ça, jamais je lui enlèverai ça. Quand les joueurs en parlent, tous ils disent que c'est quelque chose qui a été déterminant dans le fait de les souder, etc. Mais ce qui me fait marrer, c'est que dans la même série, t'as ça. Donc tu dis bon, bah, super, bien joué et tout. Et dans le même truc sur la fin, quand ça commence à partir en vrille et que Rondo et Ray ne peuvent plus s'encadrer, c'est trop marrant parce que dans le documentaire, t'as Doc Rivers, t'as l'impression qu'il est extérieur au truc. Et ouais, c'est bizarre. Des fois, c'est comme ça, les mecs s'entendent pas, c'était bizarre à voir. Du coup, là, tu dis, mais attends, mais c'est pas à toi justement de nous faire un speech comme quoi tu les as ramenés dans ton bureau, tu leur as sorti, je sais pas, une statuette du Sri Lanka en leur disant, voilà, la nouvelle théorie qui va permettre de vous rapprocher, je sais pas. Je trouve ça assez marrant de voir le côté. D'un côté, c'est effectivement players coach qui trouve comment motiver ses joueurs et trouve les ressorts, et de l'autre côté, il dit, ah bah je sais pas, ils s'entendaient pas, mais je sais pas, c'était bizarre. À son crédit, je trouve ses meilleures saisons, c'était presque quand il avait un effectif sans star et où il arrivait à faire à ce que des mecs arrivent à bien jouer ensemble. La saison avec les Clippers, là où il y avait encore Shea, je crois, avant le trade, c'était vraiment, c'est du bon boulot. Je pense que c'est un peu son meilleur terrain d'expression et il a peut-être été injustement, de manière erronée, considéré comme le player coach ultime à un moment. Voilà. Mais est-ce que c'est du bon boulot ou est-ce que c'est qu'au final, il y a tellement moins d'attentes que de toute façon, en fait, parce que cette équipe des Clippers, elle est pas mauvaise. Hein. Il y a du talent, quoi. Genre, en fait, elle est à sa place sur cette saison. Sauf que la différence, c'est quand il a des stars, on attend un titre et il y a souvent une déception au bout. Donc, il est en dessous des attentes. Là, cette saison, les Clippers, quelque part, ils étaient à leur place. Peut-être un poil au-dessus, mais ils étaient. Tu vois, il y avait du talent dans cette équipe. C'est juste qu'il n'a pas déçu. Donc, comme il n'a pas déçu, on se dit, c'était. Après, c'est quand même un coach qui a gagné un titre et qui a joué des finales NBA. Faut pas, non, mais
Ouais, je suis en partie de mauvaise foi dans ma question, hein, parce que à sa décharge aussi, Rondo et Ray Allen sont quand même des mecs complexes, quoi. Donc, je lui jette pas non plus la pierre de pas avoir su trouver le moyen de faire en sorte que ça continue de coller. Mais c'est juste ça m'a fait rire quand je regardais le documentaire, simplement. Que je vous encourage à aller regarder encore une fois. Après la fin de cette parenthèse Glenn Doc Rivers, on a eu beaucoup de questions sur le Heat avec ce qui s'est passé, enfin leur élimination assez cinglante. On a une question d'Eliott. Petite question sur le Heat qui est devenu catastrophique au fur et à mesure que la saison avance. Que faire pour que cette équipe regarde à nouveau vers le haut? On est tous conscients qu'il manque cruellement de talent au scoring. Faut-il aller sur un trade pour ramener une star? Des role-players sont-ils suffisants en espérant que Tyler Hero step up encore plus alors que nous venons d'assister à un joli sweep qui met en avant ses limites, qui met en avant ses limites de leader? De mon point de vue, il faut éviter Paul George ou Kevin Durant, surtout que les contrats et la contrepartie seraient élevés. Bref, vous qui avez la science infuse, que feriez-vous de manière réaliste et de manière moins réaliste? Quel serait l'idéal fit imaginable pour redonner la flamme à cette équipe? Oui, déjà, pour Paul George et Kevin Durant, je partage, hein, ça sera pas la solution. C'est compliqué, hein, pour Miami parce qu'ils ont plus beaucoup de monnaie d'échange. Je suis pas tout à fait d'accord sur Tyler Hero, hein. Je pense que c'est quand même, il a montré vraiment des belles choses, y compris dans le leadership. Je ferai pas une croix sur lui. Par contre, je pense pas que ça soit l'option numéro 1 d'une équipe qui est championne NBA. Il y a beaucoup de questions en fait autour de cette équipe du 8. J'étais un peu surpris des propos de Bam Adebayo en sortie de série en disant faudra qu'on arrive à comprendre ce que veut l'homme aux cheveux gris. Là, il parlait de Pat Riley ou de ce que Pat Riley va faire. Parce que la saison de Bam Adebayo, j'ai du mal aussi à la comprendre en termes de performance. Il fait quand même pas une grande saison. Une fois que le trade s'est passé, il parvient pas, ou il est pas en mesure ou dans les conditions pour step up. Il se fait, ouais, il y a ça. On en parlait avec Antoine une fois en off. Je m'attendais pas du tout. Je comprends pas ce qui s'est passé pour Andrew Wiggins au Heat. Je pensais que c'était un bon fit pour lui. Et encore une fois, je veux pas dire pour devenir une superstar ou pour devenir un joueur de calibre All-Star, mais il a disparu au fur et à mesure des matchs. Là, en série face à Cleveland, c'est dramatique. Et je sais pas trop quel est le chemin. Je sais pas s'il y a un chemin rapide pour le Heat, parce que Miami, on en parle d'ailleurs assez profondément dans le MOOC qu'on vient de sortir sur cette fameuse hoop culture. C'est une équipe qui a à la fois des standards très élevés et en même temps qui se refuse donc à tanker pour l'instant. Ils refusent de tanker ou de passer par une case 0. Et dans une certaine mesure, ça leur permet systématiquement d'être difficile à jouer, souvent même de surpasser les attentes réalistes ou raisonnables qu'on pouvait avoir. Et dans le même temps, il faut reconnaître, les gros free agents veulent pas venir. Jimmy Butler est l'un des seuls, voire le seul free agent qui a vraiment voulu venir dans cette équipe parce que, et je pense que c'est important, quand tu viens à Miami, tu sais que tu vas pas, l'équipe va pas se plier à tes cas de volonté. Tu sais que si l'équipe perd, tu seras forcé de prendre tes responsabilités. Tu sais que tu pourras pas aller voir le patron en lui disant faut me changer le coach ou faut faire ce trade parce qu'en fait c'est jamais comme ça que ça se passe. Même LeBron, il n'a pas réussi. Hein. Exactement, même LeBron n'a pas réussi. Toutes les stars finissent par partir en mauvais termes. Même Dwayne Wade est parti s'exiler à Chicago, Cleveland, avant finalement de revenir, heureusement pour l'image. Mais c'est pas une franchise pour laquelle c'est facile de jouer. Et tous les joueurs qui sont passés par cette équipe le disent d'ailleurs. Et ils le disent souvent de manière positive, dans le sens, si tu as joué au 8, tu peux jouer dans n'importe quelle franchise. Mais c'est aussi, il faut le reconnaître, une franchise à part de ce côté-là, dans le sens où, ce que je disais récemment, on s'en rend pas compte, le 8 a fait plus de finales NBA que les Spurs ou les Bulls. Ouais. Dans leur histoire. Mais ça reste compliqué. Je sais pas si ça se passera sur un trade cet été, sur la venue d'un free agent, je sais pas. C'est extrêmement dur à lire, je trouve, l'avenir de cette équipe. Ouais, moi, je pense qu'il faut pour l'instant faire un peu arrêter de penser au titre, sauf si Giannis Antetokounmpo dit spécifiquement je ne veux jouer que pour le Miami Heat et ma seule option c'est Miami. Et dans ce cas-là, vous trouvez un trade avec Miami et avec aucune autre équipe. Je vois pas non plus d'alternative. J'ai pas l'impression que Devin Booker, tu vois, même les Suns n'auraient pas intérêt à envoyer Booker à Miami tant que les pics qui appartiennent aux Rockets ne reviennent pas du côté de Phoenix. Donc
Je pense que viser absolument un All-Star qui a un gros contrat ou qui est pas dans le bon fit, les Zach LaVine, etc., c'est pas forcément une bonne solution, sauf si tu cèdes pas trop d'assets. Comme tu l'as dit, Théo, Miami a pas beaucoup d'assets. C'est pour ça qu'encore une fois, je suis pas vraiment dans cette optique de se dire, allez, on va à nouveau viser le titre. Là, on est dans une période de transition à Miami qui peut effectivement prendre du temps. Je pense que le mieux, c'est de miser sur des bons free agents, des bons joueurs, tu sais, les joueurs middle des vétérans qui vont pouvoir aider ton équipe à rester à flot si effectivement tu veux pas tanker et tu veux continuer à viser les playoffs. Tu prends des bons vétérans et oui, tu espères que Tyler Hero passe un cap, que Kelly Ware se développe et devienne peut-être un All-Star, que Rémi Raquez retrouve de l'élan dans sa carrière, que Bam Adebayo, voilà, c'est ça exactement, et que tu mises un peu sur ta progression interne de ce que tu as déjà, parce qu'il y a quand même du talent, dans cette équipe. Et après, voir quelles sont tes options, mais dans 2 ans, quoi. Pour l'instant, sur la fenêtre courte, juste maintiens-toi dans cette espèce de top 8 de la conférence Est, ça sera déjà pas mal. Et on nous fait une proposition, je me permets d'enchaîner avec une proposition qui concerne le hit, question de d'Isma. Shai Antoine, vous avez fait un focus intéressant sur Ja Morant mardi dernier. Au vu de la situation de la franchise, donc le Miami Heat, et du joueur, que penseriez-vous de cette association? Le Heat en quête d'une reconstruction, d'un changement et d'un retour clinquant vers les sommets de l'Est. Morant qui retrouverait un cadre par l'intermédiaire de Riley Spoelstra pour lui apporter stabilité et progression. Il nous dit « J'ai reçu mon MOOC et vous remercie pour le contenu. Quand je vois la trajectoire de la carrière de la vie d'Alonzo Mourning, par exemple, peut-être que la rencontre Riley Spoelstra-Ja Morant pourrait être bénéfique. » En fait, je suis pas sûr déjà que le Heat ait les atouts pour récupérer Ja Morant. Déjà, c'est ça, parce que l'idée, à la limite, au-delà de l'idée, c'est qu'est-ce que Miami va proposer à Memphis. Miami n'a pas beaucoup de tours de draft. Alors, j'imagine que oui, la valeur de Morant, elle n'est pas aussi haute qu'à une époque, mais je trouve l'idée cool. Je comprends que Isma, par exemple, apprécie cette idée. Je trouve aussi l'idée plutôt cool dans l'esprit. Mais dans la réalité des faits, je me dis qu'à Miami aujourd'hui, je préfère presque Tyler Hero et ma star et je vis avec ça. Et après, voilà, c'est une question de perception personnelle. Vas-y, Théo. Non, mais non, c'est ça, parce qu'en fait, je pense que si t'es Miami, tu veux pas te débarrasser ni de Bam Adebayo, ni de Tyler Hero, sauf si c'est pour récupérer Giannis Antetokounmpo. Mais l'idée, c'est de pouvoir leur rajouter un autre joueur qui va jouer avec eux. Et donc, je suis pas sûr qu'Andrew Wiggins et, je sais pas, et autres, ça suffise à Memphis. Sur le principe même, si on enlève de ce côté ces considérations, le côté storytelling, belle histoire, bah, ça serait beau. Mais je suis pas sûr que Ja Morant soit le type de joueur que Pat Riley a envie de voir dans son équipe. Franchement, je pense que c'est pas un mec qui est là pour faire du social, entre guillemets. Et quand tu vois les processus d'évaluation des joueurs qui choisissent, qui vont chercher, à qui ils donnent une chance, je pense pas du tout qu'ils cochent les cases nécessaires, surtout si ça implique comment dire, si c'était la draft en fait. Tu vois, s'ils sortaient du lit, imaginons qu'ils sortent de la fac avec un historique de problèmes, ça serait autre chose. Et que Miami était en capacité de le prendre. Mais là, te séparer d'assets pour récupérer ce gars-là avec son bagage, je pense pas du tout que ça soit le genre de joueur et de profil qui plairait à Pat Riley. Et bifurcation à nouveau, enfin, on reste un peu sur Ja Morant et Memphis avec la question de Simon, qui voulait nous proposer un petit exercice de réflexion / roleplay. Je suis Robert Perra, propriétaire des Memphis Grizzlies, et je viens de renvoyer mon GM Zach Kleiman. Je vous ai convoqués tous les 3 pour un entretien d'embauche, sachant que celui qui prendra le poste aura carte blanche pour redresser la franchise au plus vite, y compris virer Ja Morant ou même déménager la franchise. Vient le moment où je vous demande de me proposer votre programme en quelques phrases. Qu'avez-vous à proposer pour rendre les Memphis Grizzlies compétitifs dans les 3 ans? Ça veut dire quoi compétitif, juste? J'imagine qui joue les playoffs, quoi. Peut-être parce que ça dépend du type de reconstruction que tu envisages, quoi. Ou si tu veux garder Morant, ça dépend de plein de trucs. Moi, j'aurais dit compétitif, ça veut dire être en mesure de jouer le top 4 à l'Ouest. J'aurais dit que c'était ça, quoi. Ouais. Ok. Alors, ce qu'on lui propose, c'est ça? Ce qu'on lui propose comme plan d'action? Si t'es GM demain, qu'est-ce que tu fais aux Grizzlies pour que ça redevienne un peu... Je pense que la question de Ja Morant, elle est centrale, en fait. C'est de savoir si tu es autorisé, d'une certaine manière, à lui donner un cadre strict et en mode, finalement, on traite nos joueurs tous de la même manière, y compris nos stars. Et s'il n'est pas prêt à se fondre dans ce qu'on veut faire,
il faut il faut que j'ai le droit de le trader. Je pense que ça devrait être au centre de l'équation parce que c'est quand même, il a un moment de sa carrière où une équipe peut se convaincre que ça se passera mieux chez elle, je pense. Et c'est un joueur qui, quand il est sur le terrain, c'est un bon joueur en fait. C'est un bon joueur. Maintenant, sur l'historique, je suis pas sûr que ses meilleures saisons à venir en termes de victoire-défaite soient forcément du côté de Memphis. Parce qu'il y a au bout d'un moment où il faut changer de cycle. Et donc, je pense que j'aurais proposé ça, quoi. Dire, jusqu'en février, est-ce qu'on peut le traiter comme n'importe quel autre joueur et lui imposer, lui dire, bah non, c'est le coach qui choisit. Et si, enfin, en gros, lui mettre un cadre strict pour voir ce que ça donne. Et par contre, si ça ne correspond pas à ce qu'on attend au mois de février, je pense que c'est quand même l'élément de leur équipe qui est le plus déterminant. Alors, il y a d'autres joueurs, hein, mais je pense que j'aurais plutôt envie de garder le reste du groupe et de changer de star si j'en ai l'opportunité, plutôt que de faire l'inverse. Moi, je vais pas être embauché parce que il faudrait vraiment que je réfléchisse parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait un truc court pour ramener Memphis dans le top 4 à l'Ouest dans 2-3 ans. Donc, si vraiment tu me dis c'est dans 2-3 ans, ça veut dire que je vais devoir prendre des risques. Et donc, s'il faut prendre des risques, je vais demander à New Orleans qu'est-ce qu'ils veulent pour Zion, le meilleur pote de Ja Morant. Ils ont joué au lycée ensemble, ils sont très très proches. Et je vais faire le pari que Zion, dans mon contexte, avec son pote, les deux ensemble, eux ont une chance de créer le duo le plus fou de la NBA. Dans l'idéal, j'aimerais garder Jaren Jackson Jr. parce que je pense que c'est un bon fit avec Zion dans la raquette. Mais dans l'idéal, j'aimerais aussi garder Desmond Bane. Donc, si je peux faire le trade en envoyant 4 picks, je prends le risque d'envoyer 4 picks. Et tant pis, au pire, je serai le pire GM de la ligue au bout de 3 ans. Mais par contre, si ça marche, on me verra comme un génie absolu parce que Ja Morant, Desmond Bane, Zion, Santi Aldama et Jaren Jackson Jr., je pense que c'est un 5 très complémentaire avec 2 superstars dans le lot. Je ne vais pas gagner le titre, mais je pense que je finis dans le top 4. Si ça marche, c'est un énorme si, mais tu m'as dit 2-3 ans être compétitif, c'est le seul risque que je vois. Sinon je vois aucun scénario qui mène comme ça. Elle est cool l'idée, ouais, moi j'aime bien. Juste, ça fait peur parce que du coup, je prendrais bien ton idée, mais alors ça va dépendre de l'encadrement parce qu'il faut, en termes de code, le coach, la direction sportive et tout, il faut être capable de gérer Zion en dehors du terrain, les problèmes qu'il a pour être en forme, les petits trucs extra-sportifs qu'il a aussi, et Ja Morant qui a le même type de soucis. Donc c'est un peu, faut vraiment surverrouiller et avoir des vétérans qui te cadenassent tout ça. Et en fait, je pense que eux deux ensemble, ils peuvent s'engrainer en mode, t'as vu, ils croient pas en nous, hein, ils croient plus en nous. Ah, mais viens, on va leur montrer. Mon pari, ça serait ça. Mais le truc, c'est qu'ils seront pas sur le terrain. Ils seront blessés l'un ou l'autre ou les deux en même temps, en fait. C'est ajouter un joueur, tu as déjà un joueur à risque, et c'est rajouter un des autres joueurs qui est... Je veux dire, pour moi, c'est l'un des paris les plus risqués de toute la ligue, en fait. Qui est moins fiable que Zion Williamson sur la santé? Ja Morant. Oui, c'est ça, c'est bien ce que je dis. C'est les deux. Tu double down, quoi, mais franchement, je t'avoue que j'arrive pas à voir un scénario où ils peuvent s'entendre et où ça fit. Ça me semble moins fou. Effectivement, ça, je veux bien le concevoir, mais par contre, je vois pas un scénario où ça fit et en plus, les mecs sont pas blessés ou absents, quoi. Sur Zion, sur ses blessures, je pense encore un tout petit peu qu'il y a une grosse part de mental dedans. Que genre vraiment, je pense que Zion, c'est un mec qui a besoin d'un nouveau scénario. Mais effectivement, plus ce nouveau scénario il se fait attendre, plus il y a un moment, enfin moins j'ai envie d'y croire. Mais je me dis qu'il y a forcément une part aussi un peu psychologique. Et tiens, il y a des... Après, voilà, c'est un gars qui doit avoir le corps fragile de toute façon ou qui est exposé à des problèmes de poids et qui, comme d'autres joueurs en NBA, on a vu, il y a des joueurs, tu vois, on sait qu'ils ne seront jamais complètement là, mais au final, Anthony Davis a été là à un moment, Kawhi Leonard a été là à un moment, tous ces gars-là ont réussi quand même à un moment à être présents, tu vois. Zion, ça n'a toujours pas été le cas, et je pense que la barrière, elle est un peu psychologique. Même Joel Embiid a été là à un moment au final, tu vois. Et Zion, il y a quand même peut-être un monde où il peut être là sur quelques saisons, hein. Je rigole, mais c'est pas ton idée, c'est parce que je me dis en plus tu veux le faire venir dans l'une des capitales américaines du barbecue.
J'ai pas dit qu'ils gagneraient le titre, hein, les Grizzlies, cela dit. Hein. Ah non, personne. J'ai vraiment pas dit ça. J'ai dit. Pour être compétitif. On m'a demandé de définir compétitif. Top 4 à l'Ouest, c'est le seul chemin que je vois. Ah, bah là, j'ai pas réfléchi en long et en large, mais je vois pas trop comment les Grizzlies ils peuvent devenir top 4 là dans les 2-3 ans. Quoi. Ça va être compliqué. Allez, je crois que j'aurais préféré un trade Ja Morant pour Kevin Durant. Ça me semblerait moins risqué en fait que Zion là. Et d'avoir Zion et Ja Morant, ça me semble tellement aussi, dangereux. Mais bon, je suis pas parieur, c'est pour ça. J'en reviens là. Question d'Unai. J'espère que vous allez bien et que votre équipe de cœur n'est pas encore éliminée des playoffs. On va d'ailleurs s'en éloigner un peu avec une question sur la draft 2022 qui va attaquer la saison prochaine, sa 4e saison, ce qui veut dire extension possible dès cet été. Parmi la liste suivante, je serais curieux d'avoir votre avis sur les montants qui seraient corrects ou surpayés si les joueurs signaient à ce prix-là. Je snob volontairement les All-Stars qui, eux, devraient prendre le pactole sans sourciller. Donc, il nous demande un peu notre avis, ce qu'on voit sur les contrats à venir pour Chet Holmgren, qui était le pick numéro 2, Bénédicte Mathurin, le 6, Shaedon Sharpe, le 7, Tyson Daniels, le 8, Jeremy Sohan, le 9, Jalen Duren, le 13, et Christian Braun, le 21. Sur cette classe-là, comment est-ce que vous classeriez ça au niveau contractuel, lesquels mériteraient ou sur lesquels vous miseriez pas particulièrement? Chet, je pense, va être en haut de l'échelle des mecs qui vont prendre le plus d'argent, là, dans ceux qui ont été cités. Je pense que c'est celui dont la valeur est la plus haute. Le truc sur les contrats, en fait, j'aime pas la corrélation entre l'argent qui est circonstanciel et dépend vraiment d'un contexte et surcoté, sous-coté. Donc, quelque part, c'est pas nécessairement lié et c'est dur à dire. Là, c'est plus savoir quelle équipe a intérêt vraiment à prolonger son gars. Je pense que, tu vois, surtout qu'à ce stade, les rookies, donc il y a la potentielle... tu peux accepter l'offre de quelqu'un d'autre s'ils n'ont pas été déjà prolongés ou non. On arrive dans l'année où ils sont prolongés, on est en 2022. Holmgren, il n'a pas encore été prolongé, je suis perdu là. Non, c'est sur les prolongations, justement. Donc c'est vraiment sur les prolongations, ouais, ok, pour éviter qu'il soit free agent l'année d'après. Je pense que tu dois, si tu es OKC, évidemment, Holmgren, tu lui donnes tout ce qu'il a à donner, aucun doute. Après, il y a Mathurin, si je vous fais dans l'ordre. Hein. Mathurin. Tous, ouais. J'ai l'impression que tous ceux qui ont été cités vont être prolongés, en fait. Bah ouais, tu donnes, ouais. Je sais pas lequel pourrait être trop gourmand. Jalen Duren, vu son âge, je pense qu'il va prolonger aussi un très gros... vu son âge et son potentiel, Détroit va le verrouiller. Mais tous, en fait, Dyson Daniels, les Hawks ont fait un trade pour le faire venir, ils vont le verrouiller, ça sera mérité. Christian Braun, on en parlait en off aussi, je pense que c'est un des joueurs intouchables du côté de Denver. Franchement, c'est... Limite, il y en a peut-être... S'il y en a 3 dans l'équipe, il doit faire partie des 3 qui sont intouchables. Non, c'est la question, c'est plus la question, je pense que ça aurait pu être lequel va avoir un ego démesuré et pas se rendre compte qu'il va demander plus d'argent que le marché pour ce qu'il donne, quoi. Peut-être. Mathurin, peut-être si j'étais les Pacers, c'est celui sur lequel je mettrais éventuellement une limite parce que tu es dans une équipe jeune certes, mais avec d'autres gars à prolonger et tu as envie de passer un cap. Donc tu sais qu'à un moment, si tu veux passer un cap, si la progression interne elle se fait pas, tu vas avoir besoin de faire éventuellement un trade. Tu vois, les Pacers, s'ils sortent là au 2e tour ou en finale de conférence, ils se diront peut-être, mais en fait, on est à un gros trade d'être vraiment candidat au titre, tu vois. Est-ce que nous aussi, on ne veut pas se mêler dans la danse? Et là, c'est intéressant d'avoir le contrat de Mathurin, donc de le prolonger, mais pas non plus pour trop cher, parce que s'il coûte 40 millions, Mathurin, la saison, tu vois, il y a peut-être qu'il sera moins intéressant dans ces fameux deals. Ça sera typiquement lui, le joueur qui peut être envoyé dans un deal pour... tu vois, auprès d'une star où tu vas vendre, regardez, on a un jeune scoreur, il a 22-23 ans, il est sous contrat, prenez-le, tu vois, des trucs comme ça. Donc Mathurin, faire gaffe. Et j'imagine que Shaedon Sharpe, s'il a un agent, certains agents, je sais pas par qui il est représenté, mais tu peux aller dire, je demande le max, tu vois. Alors que dans les faits, t'as pas tout à fait, t'as pas montré le max. Tu vois, c'est pour ça que je disais sur les trucs, c'est là-dessus en fait la question, parce qu'effectivement, ceux qui peuvent demander le max, ceux qui pourraient demander le max, je pense que c'est Jalen Duren et Chet Holmgren, quoi. Les autres, ça me semblerait trop en fait s'ils demandaient le max sur leur extension, quoi. Il est représenté par Mike George, que je ne connais absolument pas. Donc, je ne peux pas vous dire si... Je regarde ses agents, il n'a pas de super... Ah si, pardon, il a quand même Jamal Murray. Voilà, c'est l'agent de Jamal Murray. Et le reste, c'est plutôt des role-players ou des joueurs qui ne sont plus dans la ligue. S'il y a Brandon Ingram, voilà. C'est les joueurs les plus connus. Donc on verra pour Shaedon Sharpe. Question de Vincent. Est-ce qu'au-delà des Timberwolves, Anthony Edwards n'est pas sous-estimé ailleurs dans la ligue? J'ai entendu des commentateurs complimenter son charisme parce que Ant-Man mettait en avant ses coéquipiers.
Si on se rappelle bien, lors des playoffs de l'année dernière, il avait dit à Kat en conférence de presse qu'il devait faire attention aux fautes, que s'il faisait attention, il devenait injouable. C'était assez étonnant, mais Kat l'avait bien pris. Anthony Edwards est un vrai chef de meute qui met toujours en valeur ses coéquipiers. Il apprend également à se mettre moins en avant quand il n'est pas dedans. Est-ce qu'il n'est pas déjà un leader et un joueur sous-estimé, alors même que tout le monde s'accorde quand même à dire qu'il est fort? Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas sous-estimé, en fait. Les gens ont compris qui c'était, quoi. Et sur le leadership, justement, on en parlait avec Antoine. Ce qui est souligné dans la question, c'est très juste. Moi, je le trouve excellent dans le leadership. Après, chaque fois qu'il fait une perf hors norme, il met d'abord en avant ses coéquipiers. Là, ce qu'il a dit, il l'a redit encore cette année. Il dit ouais, Jaden McDaniel, c'est mon joueur préféré. Il le disait déjà l'an dernier. Et ça, je pense que on peut prendre ça en disant ouais, c'est une formule. Je pense que pour le coup, on sous-estime l'impact que ça a sur tes coéquipiers quand tu es constant, en fait. Quand tu es constant dans cette approche. Et je pense même pas que ça soit, comment dire, fin, dans le sens où j'ai l'impression que c'est un bon coéquipier, en fait. Et que être un bon coéquipier, ça veut pas dire que tu peux pas gueuler une fois de temps en temps, en fait, comme ce dont il parlait au sujet de Karl-Anthony Towns. Je lui dis d'arrêter de faire des fautes à la con. On en parlait encore hier matin, après avoir fini le CQFR. Même si j'aime beaucoup Kat avec les Knicks, et que je pense c'est un mec sympa. Je pense que c'est un mec sympa. Je pense que c'est un bon gars. Mais la bêtise des fautes qu'il prend me fait péter des câbles. Et ce qui était surprenant, c'était que ça se passe devant les caméras. Mais non, je pense que Ant j'ai pas l'impression que ça sous-côté, quoi. J'ai l'impression qu'il est côté. Pardon, vas-y. Vas-y. Non, désolé, je crois que tu avais fini ta phrase. Moi, je trouve qu'il est légèrement sous-côté. Très légèrement. Très légèrement dans le sens où j'entends jamais son nom quand ça parle des top 7 en NBA, tu vois. Je vois rarement passer son nom quand les gens font... faudrait que je regarde, par exemple, combien il est sur le classement de The Ringer, mais eux, ils sont malins, ils l'adaptent, ils les font évoluer au fur et à mesure leur top 100. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas si souvent que ça cité dans le top 7, alors que là, pour moi, il y est. Voire limite, il pourrait être top 5. Le simple fait que tout le monde, nous y compris, on avait imaginé les Lakers passer relativement sans souci, je pense que ça démontre pas mal que Edwards est alors sous-côté ou... Bon, il n'est pas sous-médiatisé parce que tout ce qu'il dit est relayé, puisqu'il a un côté frais qui est toujours cool, mais peut-être, ouais, je suis assez d'accord avec toi, Antoine, je pense qu'il a un tout petit peu sous-côté. Il est 7e. Top 7, juste pour toi. Il est 7e. Non, tu vois, par exemple, j'aurais trouvé ça sous-côté s'il était mis derrière Donovan Mitchell. Mais au final, je vois qu'il est mis devant. Tu vois. Après, là, c'est un site. Mais j'avais l'impression avant, je sais pas, je sais pas de quand date leur update. 15 avril, je vois. Bon, je vais les croire. Je vais imaginer qu'ils n'ont pas remonté vite fait Ant de 2 ou 3 positions après les playoffs en cachette. Ce que faisait Chad Ford, rien à voir, mais je ne sais pas si vous saviez ça. Le mec était spécialiste draft ESPN, donc il faisait des mock drafts, tu vois. Et après la draft, il changeait sa dernière mock draft pour faire genre il avait tout vu, quoi. Je l'avais dit. C'était les internets d'avant les captures d'écran. Question d'Olivier. Une piste non évoquée. Et pourquoi pas Giannis Antetokounmpo aux Chicago Bulls? Il n'aurait même pas besoin de déménager. Impact, Boudzelis, Vucevic, Hurter, pick 25 qui pourrait être haut, pick 2025 pardon, qui pourrait être haut, plus pick 2027. Je suis GM aux Bulls, je tente. Qu'en pensez-vous? Ah bah si je suis le GM des Bulls, oui. Ça je le tente si je suis le GM des Bulls. Parce que les pics, c'est les pics de qui? C'est les pics de Chicago? Je suppose. Si c'est enfin oui, je te pose la question comme si c'est toi qui l'avais posé, Chai, pardon. Et si c'est les pics des, enfin, je le vois pas trop ce trade personnellement. Moi, je pense que moi non plus, parce que j'ai l'impression qu'on réalise pas le nombre de pics qu'il va falloir envoyer pour Giannis Antetokounmpo. On n'est pas sur de 2 pics. Ouais, de bons pics. Là, tu peux facile penser à 5-6 pics. Hein. Je pense qu'on est sur du très lourd. Et comme on le disait dans le pod, en fait, que je vous invite à réécouter, les Bucks, ils peuvent pas se permettre de se mettre dans une position pour tanker tant qu'ils récupèrent pas leur propre pic, tu vois. Ce qui fait que Brooklyn a tanké cette saison plus ou moins, c'est uniquement parce qu'ils ont réussi à récupérer leur pic. Sinon, à quoi ça sert?
tu as besoin il faut qu'il y ait un deal à 3 qui implique New Orleans ou qui implique Atlanta où tu récupères tes pics à toi. Et c'est Portland, Atlanta ou New Orleans voilà, qui ont les pics de Milwaukee. Il faut que cette équipe elle soit inclue dans le deal parce que si là tu récupères Buzelis, c'était qui? C'était Buzelis, le pic 2025, Vucevic. Tu vas être une équipe moyenne faible. Imaginons parce que même si Vucevic tu l'envoies ailleurs après, bon, tu vois, il faut vraiment que si tu veux reconstruire de zéro, il faut que tu puisses récupérer tes pics. Et j'ai l'impression que bah oui, Chicago peut tenter de le faire, mais Milwaukee, il y a quand même mieux ailleurs, quoi. Ouais, je pense aussi. J'ai pas de. Et puis pour Yanis, si toutefois il a bien son mot à dire, ce que je pense, je redis ce que j'ai dit pendant le podcast, je pense que il a ce degré de relation avec le front office des Bucks qui fera que s'il y a moyen, ils exauceront son souhait. Et je suis pas sûr que dans une shortlist, ils mettent Chicago. Au-delà de la proximité géographique qui peut être pratique, tu peux y aller en voiture, le déménagement en camion, il n'y a pas de souci. Je le vois pas. Ou alors, ils fantasment sur l'idée d'être une superstar des Bulls pour redorer le blason de la franchise, ce qui est une possibilité, mais je l'imagine pas trop comme ça. Question de bonisseur de la batte, on va faire appel un peu à votre sensibilité de coach. Le temps des playoffs est venu et avec cela, ces rotations raccourcies, parfois à juste titre, parfois de manière absurde. En effet, chaque année, sont lot de situations qui me désespèrent. Ces coachs qui, par principe, ne vont utiliser que 7 joueurs, non pas parce que c'est la stratégie la mieux adaptée, mais parce qu'ils ne semblent avoir aucune autre idée que de faire comme les autres. Sans revenir sur le cas d'école Thibodeau qui ne ferait jouer que 6 joueurs sur 12 s'il coachait un All-Star Game, 2 exemples m'ont frappé cette semaine. Tout d'abord, son nouveau disciple, JJ Redick, qui à aucun moment n'a jugé intéressant d'utiliser Jared Vanderbilt, fort défenseur sur l'homme, au cours d'une partie et surtout d'une mi-temps où Edwards a systématiquement ciblé Reeves ou Doncic, piètre défenseur de base, mais en plus éreinté par leur temps de jeu pléthorique et leur responsabilité offensive. De l'autre côté, Jamal Mosley n'a donné que 5 minutes de garbage time sur la série à Tristan da Silva, plus de 7 points de moyenne en année rookie, pas plus à Jet Howard, soit 2 des rares catch and shooters d'un effectif dépourvu de joueurs adroits. Je veux bien comprendre les arguments, manque de dureté défensive, manque d'expérience, mais à un moment donné, quand ton équipe ne met pas un panier derrière l'arc et que tu t'entêtes sans succès dans de l'ISO Banchero ou ISO Wagner, tester un peu tes jeunes shooters ne me semble pas plus risqué que de starter Corey Joseph avec 25 minutes par match. Êtes-vous, comme moi, échaudé par ce manque d'idées et d'ouverture de certains coachs NBA en playoff qui font passer d'autres coachs pour des génies absolus de la stratégie dès qu'ils sortent une paire d'ajustements et un joker de leur banc? Je ne sais pas si c'est un manque complètement d'idées. Je pense en fait c'est un manque de confiance ou c'est plus, tu sais, quelque part tu joues aussi ton job plus ou moins à chaque série de playoffs quand tu es un coach et tu fais confiance à certains gars et tu as peur de prendre, enfin tu n'oses pas nécessairement prendre un risque, surtout pour des joueurs pas prêts. Et je prends le cas de Vanderbilt, bah oui, sans doute ça aurait été bien de faire rentrer. Moi d'ailleurs, sur les Lakers, je suis plus David Théo. Je pense que c'était plus Connect qui aurait été intéressant de lancer parce qu'il y a vraiment besoin de shoot, alors que Vanderbilt est un non-facteur offensif terrible pour les Lakers qui ont besoin d'adresse parce qu'il a joué dans cette série Vanderbilt et ça a été compliqué au final quand il était sur le terrain. Redick, il était souvent obligé de le sortir parce qu'il sert à rien d'un côté et du coup c'est bien si tu défends bien, mais si de l'autre ton équipe elle attaque à 4 contre 5, tu vois, t'es quand même un problème, alors que Connect, je pense, aurait pu au moins être plutôt OK ou un peu en dessous d'OK en défense et en apportant vraiment quelque chose en attaque. Je pense que c'est pas forcément un manque d'ingéniosité, c'est plus un manque de confiance envers les joueurs qui n'ont pas osé lancer depuis un moment et qui se disent bah non là, mais là c'est mort, je ride et je meurs avec mes gars là quoi. Ouais, on en parlait hier dans le CQFR avec Shai, mais je pense que les rotations, c'est une des choses les plus dures, en fait. C'est vraiment l'une des choses les plus dures quand tu coaches, et encore plus quand c'est en temps réel et que tu dois t'adapter à tout un tas de choses. Bien sûr, tu pars avec un schéma dans ta tête où tu sais quelle rotation tu penses faire à quel moment, mais après, on sait comment ça se passe un match. Et vous savez tous les deux, pour même à des pratiques de bas niveau, en fait, là, ce qui différencie une très bonne équipe d'une équipe lambda, c'est souvent sa capacité à gérer les temps faibles. Et c'est vrai pour les joueurs qui sont sur le terrain, mais c'est aussi vrai pour le coaching. Et les deux exemples dont on parle, notamment celui de JJ Redick, on en parlait, mais je ferai la comparaison avec Steve Kerr, en fait. Steve Kerr qui est bien plus expérimenté que JJ Redick. J'espère que JJ Redick ne m'en voudra pas de prendre ça. Visiblement, il n'aime pas qu'on laisse entendre qu'il est inexpérimenté. C'est pas un défaut, c'est un fait. Je trouve que ce qui est assez exceptionnel dans ce que fait Steve Kerr, et ce qui a marché parfois et ce qui n'a pas marché à tous les matchs en fait, c'est justement comment il essaie de réduire un match de 48 minutes à un match de 4 minutes
Encore une fois, on en parlait avec Antoine, si les Warriors pouvaient jouer toute la saison en jouant juste 4 minutes, les 4 minutes de la fin, je pense que ça serait l'une des équipes les plus dangereuses. Et en fait, Steve Kerr, il essaie de faire des matchs dans la série avec les Rockets. Il essaie de transformer les matchs en matchs de 4 minutes. En gros, arriver dans les 4 dernières minutes en étant soit devant, soit suffisamment à distance pour pouvoir se dire, de toute façon, mes joueurs, ils seront mieux exécutés que ceux des Rockets dans les 4 dernières minutes d'un match et on va le prendre comme ça. Est-ce qu'entre le début et ces 4 minutes de finale, il faut qu'il comble en fait? Il y a des moments dans la série face aux Rockets, il a tenté des line-up qui sont improbables, mais tant qu'il ne prend pas l'eau avec, ça veut dire que le chrono tourne. Et ça demande beaucoup de confiance, parce qu'il faut que tes joueurs soient performants. Ça demande aussi, c'est aussi plus facile quand tu as déjà gagné 9 titres dans ta carrière en tant que joueur et en tant que coach, en fait. Tu peux te permettre, parce que de toute façon, ta carrière, elle est déjà établie quelque part. C'est plus dur quand tu es un coach comme JJ Redick, coach rookie, comme un coach comme Jamal Mosley, où tu sais effectivement ce que tu disais, Antoine, c'est tu joues ton job, en fait. Tu joues ton job. Et bien sûr, on se rappelle de coups magnifiques comme ça, comme Phil Jackson dans la finale face aux Blazers, je crois, où à un moment, ses titulaires sont nuls. Il met que des remplaçants et Scottie Pippen jusqu'à ce qu'il réduise l'écart. Et à la fin, il remet ses titulaires et ils prennent le match. Mais ça, on se rappelle de ça parce que c'est un coup qui a marché. Mais les fois où ça marche pas, en fait, les fois où ça marche pas, c'est le coach qui saute. Donc, c'est pas pour dire que... En fait, je partage le constat, mais je pense que parfois, on se rend pas compte de la difficulté des choses. Et qu'être coach, c'est prendre des choix, parfois c'est prendre des paris, et on est tous des animaux de l'habitude, en fait. C'est-à-dire qu'on est habitué, tu vas toujours avoir plus confiance dans des gars que tu as vu faire des choses encore et encore et encore, et après tu peux dire, putain, j'aurais dû tenter Dalton Knecht, j'aurais dû tenter effectivement tel joueur. Là, ce que je trouve un peu absurde quand même dans le cas de JJ Redick, c'est que c'est impossible, en fait. Je pense que c'est pas possible de compter sur ton 5 joueurs non-stop. On en parlait avec Shai hier. Déjà, Jokic, c'est trop en fait ce qu'on lui demande de faire en temps de jeu. Et pourtant, il sort quand même malgré tout. Là, faire toute une mi-temps juste avec tes titulaires, sachant qu'il y en a un qui a 40 ans et l'autre qui est pas en forme. Là, je pense que c'était un risque qui était trop grand. Mais c'est... pardon, j'ai fait long. Tout ça pour dire que je comprends la logique de la question. Dans les faits, je pense qu'il a raison. Mais c'est extrêmement dur. Dernière question du jour, on fera peut-être, il y en avait énormément qu'on n'a pas pu traiter, mais peut-être qu'on refera un numéro bonus dans quelques jours. Question d'Erwan. Depuis qu'il domine la NBA, je considère comme utopique la possibilité de voir Giannis et Doncic ou Jokic et Doncic sous un même maillot. Mais depuis le transfert de Doncic aux Lakers, je pense au contraire qu'il est impossible que cela ne se fasse pas. En tant que GM des Lakers, travailleriez-vous en priorité sur le dossier Giannis ou sur le dossier Jokic? Y a-t-il un de ces dossiers ou les deux que vous ne tenteriez pas, car il faut être le deuxième des Basketix derrière Matisse Bia pour ne pas comprendre que réunir des superstars, c'est bon pour le All-Star Game, mais pas pour remporter des titres. Réunir des superstars, c'est bon pour remporter des titres. Il faut juste bien les choisir. Au final, les équipes qui ont gagné des titres, souvent, voire tout le temps, elles avaient plusieurs stars, voire plusieurs superstars dans leur équipe. Par contre, il faut trouver les bons fits. Je pense qu'effectivement, Jokic, Doncic ou Giannis, Doncic, c'est des trucs qui marcheraient extrêmement bien. Maintenant, je sais que les Lakers, ça devient dur de leur dire que c'est impossible parce qu'ils ont réussi à faire un move que jamais j'aurais imaginé. Mais là, maintenant, Giannis, je vois... Alors, Jokic, c'est absolument impossible selon moi. Mais même Giannis, je vois pas comment. Non, là, ça serait trop. Là, je commencerai à basculer. Là, je comprendrais tous les mecs qui disent non, mais Adam Silver, il truque la NBA. Là, je commence à croire les mecs qui disent la NBA, c'est truqué. Parce que si avec Austin Reeves, Rui Hachimura et 3 pics, ils font venir Giannis, non, mais demandé Jackson Hayes et Rui Hachimura, ça le fait, non? J'allais te demander comment. Pelinka doit avoir pris la confiance. Maintenant, il appelle, il tente des paquets comme ça. Il doit dire. C'est le mec des Bucks, il lui dit ouais, mais même moi Austin Reeves, et je suis d'accord. Il dit non frère, je raccroche. Il raccroche. non mais c'est bon, il va rappeler. Il dit aux assistants autour de lui, ah, t'inquiète. Ça se passe tout le temps comme ça, t'inquiète. Ça se passe tout le temps comme ça. Le mec il rappelle après. Est-ce que seulement il y a parce qu'il y a un package qui serait acceptable pour faire l'une ou l'autre des associations en fait? Est-ce que pour que ce soit avec Giannis ou avec Jokic, ça paraît compliqué, mais d'un côté, moi, j'imaginais pas de package pour Doncic, donc
Je comprends qu'on puisse se dire que maintenant, dans la NBA dans laquelle on vit, avec le trade qui s'est passé, que peut-être que ça peut se reproduire, mais ce serait fou, quoi. Pour finir quand même sur ce que disait sur la pique à Matisse Bia, le problème c'est qu'effectivement, tu peux pas, enfin, tes stars suffisent pas, quoi. Il faut quand même qu'elles soient entourées de bons role-players, à moins que tes stars choisissent vraiment de le faire, de jouer les role-players. C'est-à-dire qu'à moins que tu aies un mec qui fasse comme Chris Bosh ou comme Kevin Garnett dans son prime et qui dise ok, bah moi je vais faire tout le sale boulot, je pense que vu comment le cap, enfin comment est structuré le cap actuellement, ça peut pas marcher effectivement. Parce que derrière, on a vu, c'est effectivement ça donne les Suns où finalement il y a aucun des trois qui fait le sale boulot vraiment. Et ils sont tous les trois dégoûtés en ayant l'impression de se sacrifier, mais au bout du compte, il n'y en a aucun qui fait le sale boulot. Au pire, ils prennent moins de tirs, mais c'est pas juste prendre moins de tirs, faire des sacrifices. En fait, c'est aller faire le box-out quand il faut, c'est prendre le mec en défense, c'est tous ces trucs-là. Et l'histoire montre que c'est très rare, en fait, les situations où il y a vraiment un mec qui, de son plein gré, dit « Ok, bah moi, je vais faire ça, alors. » Ouais, bon, écoutez, on verra hein, s'il peut se passer un truc aussi fou que ça. Plus rien n'est à exclure en NBA aujourd'hui. Voilà pour cette semaine, les gars. Yes, impec. Bah écoute, merci beaucoup Shai, merci à vous tous. On se retrouvera lundi à 3 pour le CQFR du week-end où on reviendra sur toutes les séries en cours et celles qui se sont terminées pendant le week-end. C'est à venir éventuellement, enfin bref, on parlera des playoffs. Et dimanche, le Hoop Culture avec Pierre Armand et Théo. Allez checker ça. Allez, bonne journée à tous. Ciao. 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 Game is out there, and it's either play or get played.